120 secondes prend des vacances et revient lundi 6 janvier. En attendant, découvrez Seul sur Mars, notre série d'interviews d'Emmanuel Botta, auteur avec Béatrice Mathieu, d'Elon Musk, l'enquête inédite chez Robert Laffont. Il revient en 4 épisodes sur le parcours, les rêves martiens et les parts d'ombre du milliardaire controversé. Bonne écoute et on se retrouve le 6 janvier. Quand on entre au siège de SpaceX à Hawthorne, Californie, on tombe sur 2 grandes affiches. La première représente les paysages de la planète Mars comme ils sont aujourd'hui. Rouge, désert, hostile. Et la seconde affiche, elle représente la planète Mars telle qu'elle est rêvée par Elon Musk. C'est-à-dire habitée, colonisée et civilisée par les humains. Ces 2 affiches en disent long sur la place de la planète rouge dans l'imaginaire de Musk. Nous allons voir que c'est à la fois la source et l'horizon de sa vocation d'entrepreneur. Et que Mars a joué un rôle plus concret qu'on ne pourrait le penser dans sa carrière. Elon Musk bought Twitter because he used Twitter. Elon Musk. Elon Musk's meeting debate. Elon Musk. Tesla CEO Elon Musk is unloading Tesla stock. Seul sur Mars. Voyage dans l'univers d'Elon Musk. Elon Musk était un grand lecteur de science-fiction dans son enfance. Et est-ce que la conquête spatiale y occupait une place importante ? On pense notamment à la trilogie martienne de Stanley Robinson. Oui, c'était notamment effectivement la trilogie était vraiment une œuvre dont il dit lui-même qu'elle l'a profondément influencé. Comme on l'expliquait dans les précédents épisodes, c'était Elon Musk, un enfant très renfermé, qui était très tourné vers la littérature et vers un monde de science-fiction, un petit peu magnifié alors qu'il était lui-même dans une situation familiale et scolaire un peu complexe. Donc ça l'a profondément influencé et ça a très certainement, effectivement, fait qu'aujourd'hui, il a plus qu'envie, il a pour ambition de coloniser Mars. Donc c'était une évasion pour lui dans son enfance, tous ces lieux. Parmi ses lectures, il y a Robert Bob Zubrin, dont on parlait au précédent épisode, qui est l'auteur de Cap sur Mars et aussi le fondateur de la Mars Society. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus sur lui et sur son projet ? Bien sûr. En fait, quand Elon Musk a revendu sa première entreprise, donc X.com, il se retrouve à un moment où il a de l'argent, il sait qu'il veut remonter une autre entreprise, mais il ne sait pas encore exactement comment. Et il se trouve qu'effectivement, ce Robert Bob Zubrin, qui est un ancien ingénieur de la NASA, sort un livre qui est, comme on l'expliquait la dernière fois, une sorte à mi-chemin entre le roman d'anticipation et le mode d'emploi pour comment on fait pour aller sur Mars et comment on fait pour vivre sur Mars. Donc très étayé, quoi. C'est un livre d'ingénieur. Moi, j'ai commencé à le lire. J'avoue que je n'ai pas été jusqu'au bout. C'est très, très, très technique. C'est pas un livre grand public ? Non, il faut s'accrocher, quoi. C'est vraiment, il y a même quasiment des formules mathématiques, quoi. Je veux dire, sur pousser au décollage, des choses comme ça. Donc ça peut se lire, mais c'est assez complexe. Ça arrive effectivement dans la Silicon Valley. En fait, ça a eu un petit succès d'estime auprès des ingénieurs très pointus. Elon Musk tombe dessus et là, c'est un peu comme si tout d'un coup, tout ce qu'il avait imaginé, pensé dans son enfance, il y avait quelqu'un qui lui expliquait par A plus B. On se rappelle encore une fois qu'Elon Musk est vraiment un ingénieur pur jus. Donc il faut lui démontrer quasiment comment on monte les boulons. Qui lui démontre quasiment par A plus B, donc comment on fait pour aller sur Mars, comment on fait pour le coloniser. Donc très vite, ils veulent le rencontrer. Il se trouve que ce Robert Bob Zubrin a aussi une société secrète, peut-être pas, mais enfin en tout cas assez peu connue et qui fonctionne par cooptation, donc les membres se choisissent entre eux, qui s'appelle la Mars Society et qui organise des dîners. En fait, où effectivement, il y a des orateurs qui viennent, c'est aussi une façon de lever des fonds. Elon Musk arrive là, effectivement, on raconte dans le livre comment il arrive, effectivement, la donation, la soirée, avec James Cameron qui est là, donc qui avait réalisé le Titanic, qui est là un peu en guest star. Elon Musk, que personne ne connaît, je veux dire, à l'époque, c'est un millionnaire parmi tous les millionnaires, et ils sont très nombreux à l'époque, de la Silicon Valley. La petite différence, c'est qu'à la fin, il signe un chèque de $100,000. Là où les autres donnent en moyenne $5,000. Donc forcément, Robert Bob Zubrin le rappelle. Et là, ils ont une longue discussion. Effectivement, va se développer un lien quasiment filial, quoi. Effectivement, comme on le disait, Elon Musk a un petit souci avec son père. Enfin, en
tout cas, ils se parlent très peu, ils ont une relation très compliquée, très complexe. Et là, tout d'un coup, non seulement il tombe sur quelqu'un qui est plus âgé que lui, donc qui a une sorte de figure paternelle, mais qui a en plus les mêmes codes, quoi, la même façon de parler. C'est deux ingénieurs qui échangent. Et voilà, très vite, effectivement, il va se nouer une relation très forte, très forte et très simple, pour le coup, contrairement à celle de son père, et qui va très certainement décider Elon Musk à créer SpaceX et à se lancer dans son aventure spatiale telle qu'on la connaît. Et est-ce que Musk croit au projet, est-ce qu'il croit vraiment au projet de Turbine, ou est-ce que pour lui c'est plus une utopie, un doux rêve, ou est-ce que lui il pense vraiment qu'on peut faire ce que décrit Zurbin dans son livre? Ah oui, non, il y croit profondément. En fait, il y croyait même avant de voir Zubrin, mais là, tout d'un coup, il trouve quelqu'un qui, lui, a été plus loin et a quasiment fait des formules mathématiques, donc lui va poursuivre ça en poussant le plus. Et puis surtout, c'est quelque chose qu'il a ancré très profondément en lui, quoi. Le rêve ultime d'Elon Musk, c'est pas de devenir l'homme le plus riche de la planète, ce qu'il est une semaine sur deux, suivant la cotation du groupe de Bernard Arnault. C'est vraiment de marquer l'humanité pour faire de l'homme une espèce multiplanétaire, et Mars en fait c'est que le début pour lui, quoi. Lui il dit Mars c'est la première colonie, quoi, et ensuite on va coloniser le reste des planètes, et de toute façon c'est le sens de l'histoire, quoi. Donc ça c'est pour la vision long terme, et finalement Mars Society, ce qui est assez fascinant comme vous le décrivez dans le livre, c'est que ça a aussi créé les rencontres qui ont abouti concrètement à SpaceX d'un côté, à Tesla de l'autre, parce qu'il rencontre le fondateur de Tesla là-bas. Martin Eberhard, Donc racontez-nous peut-être le côté, ce rôle social finalement de Mars Society dans sa carrière. Ouais, ce qui est assez intéressant effectivement, ce qu'on a creusé, je crois qu'il n'avait pas tellement été creusé jusqu'ici, c'est que ces dîners après de la Mars Society, en fait, ont été un point pivot dans toute l'aventure, dans toutes les aventures entrepreneuriales d'Elon Musk. C'est là qu'il rencontre Martin Eberhard, qui est le vrai fondateur et créateur de Tesla. Elon Musk n'a été au départ qu'un simple investisseur, un gros investisseur, mais qu'un simple investisseur, sauf qu'après, il va renverser Martin Eberhard. Et aujourd'hui, effectivement, il dit à qui veut bien l'entendre que c'est lui le vrai créateur, ce qui n'est pas vrai, mais peu importe. C'est là aussi, donc, à la Mars Society, qu'il va rencontrer effectivement Robert Bob Zubrin, qui va être un peu celui qui va lui donner la foi en son projet. C'est là qu'il va rencontrer aussi Jim Cantrell, qui va être celui qui va l'accompagner en Russie pour acheter les fusées, même si ça n'a pas marché, en tout cas, qui va l'accompagner sur les débuts de SpaceX. Donc, sans Robert Bob Zubrin, sans la Mars Society, il n'y aurait peut-être pas eu l'Elon Musk qu'on connaît aujourd'hui. Et l'obsession pour Mars va assez loin, puisque quand il installe le site de production des fusées de SpaceX, la fameuse Starbase, il l'a fait dans un lieu qui est appelé la Boca Chica, qui transforme en sorte de Mars miniature. C'est au milieu du désert et il y a cette ambiance assez martienne. Ouais, effectivement, Boca Chica. Donc on a eu la chance avec ma co-auteure d'y passer une semaine. Il faut bien imaginer que c'est au fin fond du Texas, c'est à la frontière avec le Mexique, c'est une espèce de grande lagune où il y a pas grand-chose, si ce n'est effectivement cette petite ville de Boca Chica, mais qui a depuis d'ailleurs été maison par maison rachetée par SpaceX. Et il faut bien imaginer comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'un jour, vous avez une petite maison résidence secondaire, c'était beaucoup de retraités du Michigan, qui voient arriver Elon Musk, qui construit un pas de tir, ensuite une usine, une autre, et puis un jour, vous avez des moteurs gigantesques qui vont briller de 5h du matin jusqu'au soir. Donc, à un moment, vous finissez par céder votre maison. Et ça s'est passé comme ça. On a même eu quelqu'un, effectivement, qui nous a raconté que sa maison, en fait, ses voisins ont vendu leur maison au fur et à mesure. En fait, l'usine et donc la Starbase s'est construite tout autour de sa propre maison. Elle s'est retrouvée un jour enfermée quasiment par les usines. Donc bref, c'est pour l'anecdote, mais elle a fini par vendre évidemment. Donc effectivement, là, il a créé une sorte de mini-ville miniature. Et l'idée, c'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs à Boca Chica, c'est dernière étape avant Mars, quoi. C'est un peu, et il y a des espèces d'illuminés, ou en tout cas de doudingues, on va dire, qui sont venus habiter juste à côté, dans les villes, Brownsville notamment, qui est une ville juste à côté, parce qu'ils sont persuadés que Boca Chica, c'est là que ça va se passer, quoi. C'est l'avenir de l'humanité se construit là, dans cette Starbase. Et ça, finalement, ça n'a pas vraiment... c'est juste des petits groupuscules. Pour l'instant, il y a d'un côté des investisseurs très pragmatiques qui, à mon avis, sont des millionnaires de demain, parce qu'on voit bien que le marché de l'immobilier commence déjà à flamber, et qu'Elon Musk, en général, quand il veut quelque chose,
jusqu'ici, il a plutôt réussi. Il y a d'un autre côté des gens qui sont plus des doudins gréveurs qui espèrent qu'en étant là, le doigt de Elon, le Messie, va se porter sur eux et que du coup, d'une manière ou d'une autre, ils seront transcendés, choisis, en tout cas, qu'il se passera quelque chose. Donc, il y a ce mélange assez étrange qu'on y était, effectivement, entre des gens qui sont plutôt malins, d'autres qui sont un peu des doudingues, et puis mais des troisièmes qui sont plus curieux, quoi, qui se disent que potentiellement, effectivement, peut-être que ça sera à minima le Cap Canaveral du futur et que donc ça va amener du tourisme et du business, quoi. Finalement, la vision du monde qui est portée par cet idéal martien, j'ai l'impression qu'on a au croisement entre deux idées. La première serait celle de l'urgence écologique, et la seconde, ce serait une idée plus américaine de la nécessité d'être pionnier, d'aller chercher de nouvelles frontières, etc. Quelle est la vision du monde présupposée par cet idéal martien ? Oui, non, mais effectivement, c'est les deux. La première chose, c'est chez Elon Musk, mais pour le coup, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les patrons de la Silicon Valley. C'est le côté de la Terre est condamnée. Quoi qu'il arrive, le monde tel qu'on connaît à court ou moyen terme va disparaître, donc il faut un plan B. On peut pas juste essayer de sauver la planète, même si évidemment il faut ralentir autant que possible le réchauffement climatique et ses conséquences désastreuses. Donc il y a effectivement un côté écologique catastrophiste, mais écologique. Et de l'autre côté, effectivement, il y a un côté de nouveau Far West, quoi. Enfin, on a conquis le monde entier, on a conquis pour une bonne partie en tout cas les océans. La nouvelle frontière, c'est évidemment l'espace, et d'autant plus si effectivement on a besoin d'un plan B parce que la Terre disparaît. Et puis il y a aussi des business qu'on commence à voir. On peut imaginer exploiter des métaux rares sur les différentes planètes. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être imaginées. Il y aura peut-être certains ingénieurs très sérieux pensent qu'on pourrait délocaliser une partie de nos industries les plus polluantes dans l'espace. Enfin, il y a vraiment, effectivement, même économiquement, des choses qui sont déjà en train de se développer, quoi. Oui, et justement, du point de vue business, comment tous ces projets satellites, donc au-delà même de Tesla et SpaceX, comment ces projets s'articulent-ils avec cet objectif martien ? On pense à Neuralink, à Starlink, The Boring Company. Comment tous ces projets finalement qu'il a montés au fil du temps ont une cohérence dans cette idée ? Oui, c'est vrai que quand on regarde l'empire qui a été créé par Elon Musk, on a l'impression d'un joyeux bordel, pour dire les choses. Mais en réalité, il y a une vraie cohérence. Alors évidemment, les fusées SpaceX, bon, voilà, ça coule de source. Hein, il faut bien des fusées pour aller dans l'espace. Mais ensuite, quand on arrive sur Mars, il faut de l'énergie. Pour l'énergie, ça, c'est SolarCity qui a d'abord été développé par ses cousins, qui a ensuite été intégré à Tesla. Pour circuler, il faut des voitures, certes, mais en fait, avec les radiations martiennes, quasiment impossible de rouler et encore moins de marcher sur la surface. Donc, il faut des tunnels. Et là, on arrive à The Boring Company, l'Hyperloop, les tunnels dans lesquels on pourrait circuler à 1000 km/h. Neuralink, alors ça, c'est encore autre chose. C'est qu'il pense qu'il faudra des robots. Et d'ailleurs, il prépare lui-même un robot Optimus, enfin Tesla en tout cas prépare un robot Optimus, dans lesquels certainement il y aura l'intelligence artificielle, mais lui, sa grande peur, comme on l'avait évoqué la dernière fois, c'est que l'intelligence artificielle finisse par supplanter l'homme. Et pour que l'homme ne soit pas supplanté, il faut qu'il soit augmenté. Et donc, on arrive à Neuralink, les puces, les implants cérébraux. Lui, effectivement, on l'a entendu, il a pris la parole au moment de l'arrivée de ChatGPT 4. Et même 3, je crois, en disant qu'il fallait se méfier de l'AI, etc. Et lui, il va plus promouvoir l'augmentation de l'homme plutôt que l'intelligence artificielle, quoi. Comme souvent aussi avec Elon Musk, c'est un peu le en même temps macronien, quoi. C'est-à-dire que effectivement sur l'IA, pour le coup, il y a une vraie cohérence, c'est que dès 2016, il a participé à la fondation d'OpenAI, qui était donc l'idée de il y aura une IA supérieure et générale qui pourra aider l'homme pour, par exemple, combattre les maladies qu'on ne sait pas éradiquer, etc. Mais il le dit lui-même, c'est aussi puissant et aussi dangereux qu'une arme nucléaire. Donc, pour éviter que ça tombe entre de mauvaises mains, et notamment dans les filets d'entreprises privées, il faut que ça soit une fondation. Donc, c'était le but premier de la création d'OpenAI. Le problème, c'est qu'OpenAI, en fait, a accepté finalement pour une partie de sa fondation ce que deviennent
est-ce qu'elle soit financiarisée. Donc Microsoft a mis 10 milliards, c'est comme ça effectivement qu'on a vu arriver, notamment ensuite Google qui a créé sa propre sa propre intelligence artificielle générative avec Bard, etc. Musk a pris du recul en disant voilà, non, c'est pas la direction qu'il faut un moratoire, à tout le moins il faut un cadre légal, on peut pas laisser des entreprises privées phosphorer et réfléchir sur quelque chose qui va définir peut-être l'avenir de l'humanité. Et en même temps, il se dit, côté pragmatique, de toute façon on y va, l'IA va se développer quoi qu'il arrive, donc il faut augmenter l'homme pour pouvoir faire face et éviter qu'on devienne des espèces de petits esclaves sous le joug d'une intelligence artificielle devenue hors de contrôle. Et donc, finalement, en définitive, est-ce que Mars, c'est quelque chose qui fait rêver Musk, ou alors un vrai objectif pragmatique qu'il veut atteindre de son vivant, ou alors, troisième possibilité, un discours et une vision du monde qu'il partage pour motiver ses troupes, quoi. C'est quoi finalement entre ces trois options ? Il y a certainement une part un peu marketing, quoi. Effectivement, c'est un objectif qui quand même sublime le travail quand on travaille pour Musk et qui permet d'aller de l'avant bien plus que quand on travaille sur une énième nouvelle application. Mais il y croit vraiment, quoi. Il a déjà dit qu'il voulait, lui, de son vivant, voir Mars. C'est quelque chose dans lequel il croit profondément, et c'est, pour le coup, j'en suis assez convaincu, c'est son objectif ultime, quoi. C'est vrai, tout est tourné vers ça, quoi. L'objectif, c'est aller sur Mars et surtout coloniser Mars, quoi. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. On se retrouve pour le prochain épisode, qui sera le dernier. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Seul sur Mars est une série en 4 épisodes du magazine Capital. Montage, Lucas Wibo. Présentation, Timothée Gérardin. Pour en savoir plus, vous pouvez lire le livre coécrit par Emmanuel Botta et Béatrice Mathieu, Elon Musk, l'enquête inédite, édité par Robert Laffont. Pour ne pas rater les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner ou de liker le podcast sur votre plateforme préférée. À bientôt!